aujourd'hui, effectivement, j'ai le plaisir de vous parler d'un sujet qui m'est très cher, à savoir l'héritage autour des mystérieux carnets de Ramanujan. Vous avez sans doute à peu près tous entendu parler de Ramanujan au cours de votre vie. Donc l'idée là, c'est d'oublier un peu tout ce que vous avez pu lire comme bêtises et puis d'essayer de refaire le point sur cette histoire. Donc pour ça, je me propose de vous emmener dans un voyage dans le temps, un voyage dans l'espace, et de découvrir avec vous l'histoire d'un mathématicien passionné qui a connu une destinée absolument fulgurante. C'est un mathématicien doté d'une intuition encore aujourd'hui qui reste très mystérieuse et néanmoins extrêmement puissante. Il nous a laissé des formules mathématiques innombrables et inédites. Vous allez le voir, on va en voir des exemples. Et la bonne nouvelle de ces derniers mois, c'est que le film The Man Who Knew Infinity, qui retrace la période de Ramanujan en Angleterre, est sorti sur les écrans. Il est sorti partout dans le monde, sauf en France. C'est quelque chose que je n'explique pas. Il est sorti en Belgique, il est sorti en Suisse, donc il y a des versions françaises disponibles, il n'y a pas de problème. Mais en France, le film n'est pas sorti, et à ma connaissance, il n'est même pas prévu pour 2017. Par contre, le DVD va sortir bientôt. Bon, c'est dommage, j'aurais préféré qu'on parle aussi un peu du film, ça aurait été sympa. Bien, alors pour faire la rencontre de Ramanujan, eh bien, je vous embarque avec moi dans l'Inde du Sud à la fin du 19e siècle. Nous sommes donc dans l'Inde du Sud, dont la capitale est Madras à cette époque. Aujourd'hui, c'est Chennai, on appelle. Mais je vais rester sur la terminologie de l'époque, Madras. Donc l'Inde du Sud, hein, climat tropical, il ne fait jamais trop froid. On vit d'une économie essentiellement agricole et artisanale. Le train est arrivé depuis peu, à la fin du 19e siècle. En 1877, il relie l'Inde du Sud à la capitale. La colonisation britannique a cours. Hein, je vous rappelle que nous sommes sous domination de l'Empire britannique. C'est l'époque victorienne. Donc, l'Empire britannique administre toute cette région de l'Inde. Néanmoins, l'administration britannique ne touche pas trop au système des traditions fortes que sont les castes. Les castes, on en a tous entendu parler des castes. C'est une structure de la société qui est assez complexe pour nous autres occidentaux. Je ne vais pas m'y risquer. Ce qu'il faut juste garder en tête, c'est que dans ces castes, au sommet des castes, se trouvent les brahmanes. Et comme la société est structurée essentiellement autour des castes, il y a toujours eu un encouragement à la vie spirituelle. Donc, zoomons sur l'Inde du Sud, nous arrivons dans la ville de Kumbakonam. Nous sommes dans l'état du Tamil Nadu, c'est-à-dire que nous sommes 300 km au sud de Madras. Alors, nous sommes dans le district de Thanjavur et le chef-lieu de canton, c'est justement Kumbakonam. Donc, à cette époque, on est à peu près à 50 000 habitants. C'est une petite ville pour l'Inde. C'est une ville qui est très connue. C'est une ville qui est réputée pour son tissu et pour son travail, pour son artisanat des métaux. Alors, si vous regardez un peu autour de vous, dans la rue, eh ben, vous verrez que des saris aux 1000 couleurs chatoyantes, aux franges argentées, aux fils de trame d'or, qui font la réputation de la ville. Et vous verrez également de nombreux artisans qui proposent des sculptures en différents métaux. Et toutes ces sculptures, à cette époque-là, inondent l'Europe, qui s'ouvre à l'Inde. Et toutes les sculptures qui inondent l'Europe, elles proviennent de Thanjavur et de Kumbakonam. C'est une ville de pèlerinage également, Kumbakonam. Vous avez une douzaine de temples majeurs. Alors, une ville de pèlerinage, ça veut dire que 500 000 pèlerins, ça leur fait pas peur. Hein. C'est l'Inde. Hein. Donc c'est une ville phare du brahmanisme à ce moment-là. Et évidemment, nous sommes dans l'Inde du Sud, donc il faut bien comprendre qu'il y a des problèmes d'épidémie à cause de l'eau qui est non potable. Et il y a de nombreux problèmes sanitaires encore à cette époque-là. Alors, concrètement, nous sommes ici. Alors, vous voyez ici Madras. Nous sommes ici dans le district de Thanjavur. Vous avez ici Kumbakonam.
à l'endroit où le fleuve sacré, la Kaveri, se jette dans l'océan. Et ici, vous avez la petite ville de Hérode, où je vous emmène tout de suite. Pourquoi nous allons à Hérode? Parce que c'est là que naît un certain Ramanujan, un 22 décembre 1887. Donc, comme le veut la tradition, c'est le premier enfant de la famille. Donc, la mère de Ramanujan va donner naissance à son premier enfant dans la maison de ses parents. Et donc, c'est pour ça que Ramanujan naît à Hérode. Et ensuite, la famille va retourner à Kumbakonam. Alors, Ramanujan est un enfant qui a été désiré très longtemps. Il va être choyé toute sa vie par sa mère. Et il naît dans une famille donc brahmane, très observante. Et lui-même sera brahmane extrêmement observant, très rigoureux dans ses pratiques. Alors, la famille est non fortunée. Ils ne sont pas indigents, mais ils sont très pauvres. Oui, on peut dire c'est un milieu extrêmement modeste. Ramanujan, dès son plus jeune âge, contracte la variole, qui le laissera avec une grande fragilité sur le plan de la santé. Des frères et sœurs en bas âge vont décéder après lui, donc ce qui va accentuer le fait qu'il va être d'autant plus choyé par sa mère. Alors vous avez ici une photographie, je ne sais pas du tout d'où elle vient, de la mère de Ramanujan, Komalatamal, qui a l'air quand même d'en imposer un peu. Et ici, évidemment, vous avez Ramanujan. Alors, la scolarité de Ramanujan est à la fois brillante et chaotique. Ramanujan est un enfant terrible. Il a son caractère, il est très fier, et il sèche souvent les cours, y compris dès son plus jeune âge. Il s'enfuit de l'école, voire il quitte la ville. Quand il n'est pas d'accord avec son instituteur ou son institutrice, il n'hésite pas à le dire, ça ne lui pose aucun problème, et ça ne lui pose pas de problème d'avoir raison contre tout le monde. Alors, un premier fait notoire, il a 9 ans, il remporte ce qu'on appelle le Primary Examination à cette époque, c'est-à-dire qu'il y a un examen public pour tous les gamins avant l'entrée du collège, et il est premier du district. Il a 9 ans, donc les épreuves consistent en arithmétique, tamoul, anglais, géographie. Bon, en même temps, tous les ans, il y a quelqu'un qui est premier du district. Donc cette année-là, c'est Ramanujan. Grâce à ce succès, il obtient une bourse pour pouvoir entrer dans un collège un peu huppé. Je vous rappelle qu'il est brahmane, donc il a droit de faire ce type d'études. Et au collège, donc, il devient très vite une célébrité pour ses talents en mathématiques. Alors, il y a de nombreuses anecdotes sur le sujet. Les professeurs de mathématiques qui viennent le voir pour savoir si les examens qu'ils prévoient pour leurs autres classes sont pas trop difficiles. Les grands viennent voir le petit Ramanujan pour qu'il fasse leurs devoirs, contre rémunération, ce genre de choses. Donc il est célèbre dans toute l'académie pour ses capacités en mathématiques à cette époque-là. Et c'est à peu près à ce moment-là, on pense que c'est vers ses 15 ans, que se passe l'événement qui va bouleverser le cours de la vie de Ramanujan et le cours des mathématiques. Évidemment, tous les historiens des mathématiques adoreraient savoir à quel moment ça se passe, qu'est-ce qui se passe. On ne peut que reconstituer les faits à partir des éléments qui nous sont fournis. Ce qui est sûr, c'est que vers 15 ou 16 ans, plutôt vers 15 ans apparemment, on lui met entre les mains un ouvrage d'un certain George Shoebridge Carr. Et cet ouvrage va agir comme un révélateur sur Ramanujan. Il va prendre la décision de tout abandonner, de se consacrer uniquement aux mathématiques, avec un radicalisme extrême. Il n'y aura pas de retour en arrière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il prend cette décision? Alors, il faut peut-être évidemment parler du bouquin en question, du livre de Carr. Qu'est-ce qui s'est passé? À quoi ça ressemble? Alors, George Shoebridge Carr, c'est un tuteur en mathématiques. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'étudiants ici. Est-ce que vous connaissez tous le système des tripos en Grande-Bretagne? Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas? Coucou. Voilà, quand même. Voilà. Donc, peut-être je peux prendre quelques instants pour expliquer le système des tripos en Grande-Bretagne. À cette époque-là, les tripos, on
on va dire, le concours de mathématiques le plus difficile du monde. C'est un marathon. Ça dure 8 jours. Vous faites que des maths pendant 8 jours. C'est hyper dur. Et c'est extrêmement célèbre à cette époque. Ils existent encore aujourd'hui, les tripos, sous une forme très très édulcorée, mais ils existent encore. Et à cette époque-là, vraiment concourir pour les tripos, c'est quelque chose. Hein, c'est 3 ans de votre vie. Vous enfermez, vous bouffez des maths pendant 3 ans, et vous espérez être meilleur que les autres au moment des épreuves. Alors comme il y a plein d'épreuves, évidemment, il y a plein de notes, plein de classements, mais il y a ceux qui se distinguent et qui arrivent premiers dans les différents examens, on va dire, et qui sont déclarés Wrangler. Et puis il y a celui qui a tout cassé, qui a pété la baraque, et qu'on appelle le Senior Wrangler. Alors lui, le Senior Wrangler, sa carrière est toute tracée. Je veux dire, c'est la fête nationale pour lui. C'est quand il rentre dans son village, tout le village l'attend, lui déroule le tapis rouge. On édite des cartes postales à son effigie. C'est sérieux, hein. C'est quelque chose. C'est une sacrée fierté, hein. Et donc, George Shoebridge Carr, c'est simplement quelqu'un qui est tuteur, qui prépare les étudiants à ce type à ces tripos. Donc, il est prof indépendant et il va d'élève en élève gagner sa vie en donnant des cours de maths pour préparer aux tripos. Et pour s'aider, il a rédigé deux ouvrages qui sont vraiment des formulaires. Donc, vous les avez ici, hein, A Synopsis, Elementary Results, Pure Mathematics. A Synopsis, voilà. Et donc, ces deux pavés, et ce n'est pas des ouvrages qu'il a édités pour les vendre au grand public, c'est pour s'aider lui et pour les vendre à ses étudiants. Donc en particulier, la forme des ouvrages est déroutante. Vous n'avez pas de texte. En gros, c'est un aide-mémoire de toutes les formules mathématiques et de physique mathématique qu'il faut connaître à cette époque pour réussir au tripos. Donc par exemple, la première page, c'est a plus b au carré égale a2 plus b2 plus 2ab. A plus b au cube égale a cube plus 3a carré b plus 3ab carré plus b cube. Il n'y a pas un mot d'explication. Vous ne savez pas c'est quoi a, vous ne savez pas c'est quoi b, vous ne savez pas si vous êtes dans de l'algèbre, dans je ne sais pas quoi. C'est vraiment une suite de milliers de formules sur des centaines de pages. Et évidemment, on aimerait tous savoir ce qui se passe dans la tête de Ramanujan au moment où il ouvre le premier tome qu'il a entre les mains du synopsis de Carr. Est-ce qu'il y voit autant de défis à son intelligence? Est-ce qu'il y voit des énigmes à résoudre? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe. Le fait est qu'il prend une décision, comme je vous l'ai dit, qui est totalement radicale, qui s'apparente à un suicide sociétal, et qui va se consacrer nuit et jour aux mathématiques. Il va tout abandonner. Il abandonne les autres matières, il abandonne même quand il est en examen, il ne regarde même pas le sujet, il fait des maths. Il fait des maths à sa manière, à sa sauce. Donc du coup, il échoue à tous ses examens, il perd sa bourse d'études. Alors, pour vous réveiller un peu, à votre avis, comment elle accueille la décision de son fils, Madame Ramanujan? À votre avis, je vous entends mal là. Allez-y, je vous écoute. Elle le renie, elle le quoi? J'entends des choses. Elle lui gueule dessus? Elle lui crie dessus? Ah, vous ne m'avez pas suivi. La vie spirituelle est encouragée à cette époque-là dans l'Inde du Sud. Sa mère encourage Ramanujan, évidemment. C'est une quête spirituelle qui honore sa famille, d'avoir un fils qui décide de se consacrer aux mathématiques pures. Donc elle va aller râler auprès de toutes les instances pour que Ramanujan récupère sa bourse, en pure perte, etc. Bon, les années passent, Ramanujan travaille intensément, c'est-à-dire qu'il fait vraiment, concrètement, il ne fait que faire des mathématiques. Hein. Je veux dire, il s'effondre de fatigue, et puis quand il relève le nez, il refait des maths. Et de temps en temps, quelqu'un pense à venir le nourrir. Alors quand même, les années passent, et Ramanujan, après toutes ces années, n'a toujours pas levé le nez de son ardoise. Donc sa mère commence à dire, bon, la quête spirituelle, c'est bien, mais bon, il faudrait peut-être que tu commences à t'assumer dans la vie. Donc elle lui arrange un mariage pour qu'il s'assume. Alors on est dans le système de l'Inde du Sud, donc la notion de mariage arrangé est tout à fait
tout à fait courante, hein, c'est tout à fait la tradition. Ramanujan, pendant toutes ces années, il a recensé toutes ces découvertes dans des assemblages de feuilles qu'il a récupérées, qu'il a grossièrement assemblées, qu'on appelle aujourd'hui des carnets, les carnets de Ramanujan. Et Ramanujan, qui se retrouve maintenant marié, on va dire, se trouve dans l'obligation de sortir un peu de son trou, et notamment de faire reconnaître la valeur de son travail pour obtenir un poste ou pour obtenir du soutien. Alors il va se démener, il va vraiment se démener, il va se constituer un réseau jusqu'à la capitale, jusqu'à Madras. Et le problème, c'est que quand il présente ses carnets qui recensent donc toutes ces découvertes, ben, on ne sait pas trop si on a affaire à un génie ou si on a affaire à un illuminé complet. Les résultats de Ramanujan déroutent. Ils sont écrits un peu dans le style de l'ouvrage de Carr, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un mot, il n'y a pas d'explication, c'est pas organisé, c'est très brouillon. Et surtout, ce sont des mathématiques, on va dire un peu, pas des mathématiques très à la mode à cette époque-là. Alors quand même, il va trouver à Madras quelqu'un pour l'aider, Ramachandra Rao. Il va trouver du soutien de la Société indienne de mathématiques qui vient juste de se monter, de se constituer à cette époque-là. L'université va l'aider également. Ramanujan, donc, c'est quelqu'un qui travaille intensément. Tout ce qu'il a, c'est du temps et du génie. Et on lui conseille vivement de solliciter des experts plus haut placés à chaque fois. Alors, comme il a épuisé tout ce que l'Inde du Sud comptait comme mathématicien, il se décide à écrire en Grande-Bretagne. Alors, il écrit une première lettre à Baker, qui est Fellow of the Royal Society, quelqu'un qui est plutôt dans un vieux, enfin, il a 48 ans, il est bien installé dans sa vie. Il est plutôt dans la physique mathématique. Bon, on ne sait pas s'il répond ou s'il ne répond pas. En tout cas, il n'y a pas de réponse positive, ça c'est clair. Alors, comme il n'a pas de réponse à sa première demande, il envoie une deuxième lettre à Hobson, lui aussi académicien, si on veut, à Fellow of the Royal Society. Encore un plus vieux monsieur, qui lui est vraiment, pour le coup, très dans les mathématiques à la Newton. Donc on ne sait pas s'il répond ou s'il ne répond pas. En tout cas, il n'a pas répondu de manière positive, c'est certain. Alors Ramanujan écrit carrément au plus grand mathématicien britannique de ce moment-là, Godfrey Hardy.